y a évidemment quelqu'un qui a partagé tout ça avec vous, toute cette enfance absolument incroyable, dont vous parlez si bien et qui vous constitue, c'est évidemment la grande sœur, Nadège. Ouais. Elle est avec nous, vous le savez. Bonsoir, Nadège. Bonsoir. Merci d'être là. Avec plaisir. Vous êtes donc la sœur aînée. Vous avez 8 ans de plus que Karine. C'est ça, oui. Et vous, Karine, il vous arrive de l'appeler maman, j'ai vu ça, parce que... Oh, mais ça me fait ça tout le temps. Régulièrement, par exemple, je dis à mon mec, oh là là, il faut que j'appelle ma mère, ma sœur. Mais ça me fait tout le temps. Parce que je pense que Nadège a représenté pour moi un côté maternel, en fait, très fort. Vous un peu pleuré ou pas? Non, c'est un peu comme ça. Vous dites qu'avec Nadège, vous vivez au Luxembourg, Nadège? Oui, c'est ça, depuis 22 ans. On n'a aucun ami commun, on n'a pas du tout le même style de vie, on ne partage pas grand-chose, mais je sais qu'elle est là, et grâce à elle, je ne me sens jamais seul. C'est fort, on a un rapport affectif exceptionnel. C'est ça, le lien qui vous lie avec Nadège, Karine. Oui, tout à fait. On n'est pas proches, on ne peut pas dire ça, mais je crois qu'on s'aime. Vraiment, et sans d'autres sentiments que ça. On a un sentiment d'amour, on a une familiarité, on a un passé commun, on a une vraie relation affective forte. Et vous, Nadège, comment vous le décririez, ce lien avec votre petite sœur? Disons que ce lien s'est renforcé beaucoup depuis qu'on est adulte, je pense, parce qu'on a quand même passé une grande partie de notre enfance séparée. Parce que quand elle était chez les grands-parents, moi j'étais pensionnaire. Donc, je ne rentrais que le week-end. Et c'est vrai que les rapports étaient un peu difficiles. On s'est beaucoup battus. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ouais. On commençait en jouant, en disant « Allez, on fait la bagarre ». Et ça finissait, mais comme deux harpies. Déjà parce que moi, je pense que c'était le seul moment où je pouvais un peu me défouler sur elle. Parce que la chouchoute à sa mémé, il fallait pas y toucher. Et donc, on commençait par un jeu et ça finissait, mais règlement de compte, Mais bon, voilà, c'est un souvenir, c'est comme ça. Mais bon, après... Mais c'est-à-dire que Nadège a vécu les choses de façon beaucoup plus violente parce que c'était la grande. Moi, j'étais la chouchoute. Moi, j'arrivais en pleurant, elle m'a fait mal. C'est oh là là, c'est la méchante. Toi, t'es vraiment la gentille. Donc, c'était horrible pour elle. Moi, je m'en rendais pas tellement compte. J'étais petite et parfois, j'en profitais un peu aussi. Et Nadège était la chouchoute de votre père. Et Nadège était la chouchoute de mon père. Donc, je me souviens qu'avec angoisse, je sais pas si tu te souviens de cette scène, on faisait les valises sur la table du salon. Et puis, toi, t'étais super contente qu'on aille chez mon père. Moi, comme ça, parce que là, j'allais m'en prendre plein la gueule, parce que on m'aimait pas là-bas, tout ça, c'était toujours difficile pour moi. Et je disais, t'es contente d'y aller, hein? Et tu m'avais dit un truc du genre, ben ouais, ça va changer un peu. Mais c'était la réalité, c'était vrai. Ben, c'était la réalité. Surtout qu'en plus, on n'y allait pas souvent. Donc c'est vrai que pour moi c'était une joie d'y aller. Ouais. J'étais considérée comme une personne entière et j'avais pas à m'occuper de toi, donc forcément pour moi c'était les vraies vacances. Nadège, quel enfant elle était, Karine? On voit bien que elle a dû composer avec beaucoup de choses. Vous, le regard de la grande sœur sur Karine? Elle avait une gueule d'ange. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Et des fois, elle pouvait être une peste, mais finie, quoi. Mais à côté de ça, elle était tellement mignonne, tellement gentille. Je me rappelle, quand elle était petite, elle était dodue, grasse de partout. Elle avait des bourrelets partout. Je faisais exprès de la mordre pour qu'elle pleure, et comme ça, je pouvais la consoler. Tu te rappelles pas de ça? Non. Et mais c'est vrai, elle était belle, elle était mignonne, et puis elle était câline et tout ça. Donc, plus grande, c'était, oui. Est-ce que tu te rappelles quand tu prenais le train avec Ingrid pour aller à Paris, des fois? Et alors, elle s'arrangeait en deux. Avant de rentrer dans le train, c'était bon, moi, je fais la débile, toi, tu fais celle qui m'accompagne. Et pendant tout le train, dans le train corail, ça durait 1h10 pour aller à Paris. Elle faisait l'imbécile comme ça. Et puis, alors, les gens qui la regardaient dans le compartiment, parce que c'était des compartiments à 8 personnes ou 6 personnes. Oh, les gens la regardaient en disant, oh là là, la pauvre petite et tout ça. Puis, arrivé en gare de Paris, elle disait, allez, salut, messieurs, dames, bonne journée. Et t'as tout le monde qui les regardait comme ça. C'était... Donc, ça vous a pas étonné, la suite, Nadège? Non, ça m'a pas étonnée, mais elle a vraiment eu beaucoup de détermination, parce que c'est vrai que tout le monde, en fin de compte, lui disait, mais il faut pas faire ça, t'auras pas de boulot, tu vas pas vivre, etc. Et c'est la seule à avoir cru en elle, d'ailleurs. Et je pense que rien que pour ça, c'est vraiment un trait de caractère très fort. La détermination. On va explorer ça avec Karine dans un clair. instant. Comment ça a été possible, tout ça. Merci beaucoup, Nadège. Mais de rien. Très intéressant. Merci beaucoup. Cette enfance, elle a donc laissé des traces sur votre personnalité, sur la femme que vous allez devenir. Et figurez-vous sur votre écriture aussi, Karine. On l'a soumise
comme d'habitude, à notre graphologue, Sophie de Risbourg. Elle ne sait pas de qui il s'agit, évidemment, quand elle décrypte. Elle le découvre à la fin. Elle lit et elle dit ça. Ce que je perçois en priorité dans cette écriture, c'est la souplesse, l'aspect très coulant, les blancs dans l'écriture qui tout de suite parlent d'intuition, de créativité, de grande capacité à s'adapter. Il y a un côté très malléable et en même temps, il y a une marge de gauche très tenue qui fait que cette personne est probablement capable aussi de s'organiser, de prendre du recul. Ce qu'on voit aussi dans l'écriture, notamment par les crénelages, par le trait qui est assez léger, par les blancs, l'espacement entre les mots et entre les lettres, c'est qu'il y a un sentiment diffus d'insécurité. C'est quelqu'un qui a su faire face, qui a su avancer, mais qui a sans doute connu des blessures, probablement dans son enfance. La signature qui vient juste aussi après le cœur cabossé, elle a quelque chose d'intéressant, assez frappant, c'est qu'elle démarre par un geste assez droit, vertical, qui indique quand même une sorte de barrage par rapport à ce qui s'est passé avant. Les blessures affectives précédentes, les blessures éventuelles de l'enfance, elle les met de côté et elle avance coûte que coûte et elle fait face avec beaucoup de courage. Ça me va. Ça vous va ? C'est assez juste. Ouais. Je trouve que c'est assez juste. C'est vrai que franchement, je dirais de moi que je suis courageuse. Je suis courageuse parce que... Ouais, je suis courageuse. Je suis courageuse dans le sens... j'ai un ami que j'aime beaucoup qui dit le courage, c'est d'avoir le moral. Et la première fois qu'il m'a dit ça, j'ai pas trop compris. Et je n'arrête pas de me dire que c'est magnifique de dire ça parce que c'est juste. Le courage, c'est d'avoir le moral. Le courage, c'est d'y croire. Le courage, c'est de penser que ça vaut encore le coup, quoi. Et dans ce sens-là, je trouve que j'ai beaucoup de courage. J'y ai cru pour moi, j'y crois pour les autres, j'y crois pour l'humanité. Et j'ai du courage. On a bien compris, Karine, que il vous fallait un cadre, petite, quand même, malgré tout. Et ce cadre, vous l'avez trouvé finalement dans le théâtre. C'est votre rencontre avec le théâtre. Votre copine Valérie Denel, qui vous connaît bien, elle nous a dit Karine était un peu sauvageonne. Elle avait une force de caractère, une énergie vitale, une envie d'être aimée pour ce qu'elle était vraiment. C'est ce que le théâtre lui a offert. Ça a été une véritable rencontre. Elle s'est trouvée tout de suite. C'est ce qui l'a sauvée. Donc ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas comment. C'est grâce à ma mère qui était au Club Med, donc qui y est restée quelques années et qui me faisait venir tous les étés. Et l'été de mes 14 ans ou mes 13 ans, je suis donc à Vittel. Et il y a un club théâtre. Et comme je vais rester un mois, la fille du club théâtre se dit « Ah, c'est une aubaine qui est cette gamine qui reste un mois. On va pouvoir monter un truc. » Et on a monté l'école des femmes. Et quand j'ai joué, j'ai eu un déclic et je me suis dit « C'est très exactement ça que je veux faire. » Et dans le même temps, au retour du Club Méditerranée, j'ai vu Notre-Dame de Paris avec Anthony Quinn. Tout le monde le prend pour un monstre. Et nous, spectateurs, on sait qu'il ne l'est pas. Il est juste avec ce physique comme ça. Et je me suis dit, je veux faire ça, je veux provoquer ça. C'était ça ou mourir, C'est Anthony Quinn même. que je veux faire. Vous dites, c'était ça ou mourir. Oui, c'était ma voie, c'était mon chemin. C'était pas possible que je le fasse pas. Ouais. Donc vous prenez des cours au Conservatoire d'art dramatique de Rouen, dans la classe de Jean Chevrin, à 14 ans. Ouais. Il faut même une dérogation, parce que vous étiez trop jeune. Ouais, je suis allée moi-même demander si je pouvais avoir une dérogation. Donc les gens, ça les fait rire un peu, une fille de 14 ans qui a vachement d'aplomb, qui dit « Je sais que j'ai pas l'âge, mais je voudrais rentrer. Comment puis-je faire pour avoir une dérogation ?» On dit « Vous allez passer le concours. » D'accord, je l'ai eu et hop, c'était fait. Mais j'avais déjà beaucoup d'aplomb parce que je savais exactement ce que je voulais faire. Aplomb, détermination, et puis vous partez à Paris à l'âge de 17 ans. Votre famille vous impose de passer un diplôme de sténodactylo pour assurer vos arrières au cas où ça ne marche pas. Mais vous y allez. Et en partant, votre grand-mère, on a vu le lien si fort avec Simone. Elle vous dit, tu es mal fagoté, tu tronches les ongles, tu n'as aucune chance, mais vous y croyez. Ben oui, mais j'ai pas tellement le choix parce que comme personne n'y croit... alors là, sur cette photo, j'ai vraiment cette tête. C'est-à-dire, j'ai ce très joli visage. D'ailleurs, à chaque fois, on me fait venir pour les castings parce qu'on se dit, ah, elle est mignonne, elle peut faire... la jolie fille dans le groupe de jeunes et tout, sauf que quand j'arrive, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que j'ai à la fois ce visage, ce regard, ce truc très solaire, et en même temps, je fais 70 kilos, et en même temps, je suis très ronde, très féminine, très femme, et ce qui est mon visage dément un peu ce qui est mon corps, et inversement. Et donc, il y a une espèce de bazar qui fait qu'on sait pas trop qui je suis. Et puis en fait, les réalisateurs plus âgés,
qui me rencontrent ne savent pas trop quoi faire de moi. Et il faudra que j'ai accès à des jeunes réalisateurs comme Xavier Duringer, Cédric Clapiche, Étienne Châtilliès, pour qu'ils sachent faire quelque chose de moi. Mais avant ça, donc, il y a le fait d'apprendre, parce que comme vous le dites, vous avez travaillé, c'est pas venu tout seul. Et donc, vous apprenez des cours de théâtre. D'ailleurs, votre prof, Blanche Chaland, nous dit elle avait le désir et la foi qu'elle y arriverait coûte que coûte. Elle était féroce dans sa certitude, elle n'a lâché pas prise. C'est sa force. Comme vous avez échoué au Conservatoire national d'art dramatique de Paris, vous intégrez la célèbre école de la rue Blanche. On va voir ces images et on la sent, cette détermination dans ces images. Au théâtre 347, on passe le 2e tour du concours de la rue Blanche. On n'a rien à préparer, on passe entre les mains de tous les professeurs qui nous font faire des exercices. Sur les 20 qui seront pris, peut-être qu'il y en aura qu'un qui travaillera ou qui pourra en faire ce métier et en vivre. Mais ça donne quand même l'assurance de quelque chose quand on y rentre. Et puis c'est gratuit. Les cours privés, maintenant, ça coûte 800 francs par mois. Et c'est important, je trouve, de toujours travailler, de s'entraîner, de huiler un peu les rouages comme un sportif le ferait. Et bon, quand c'est 800 francs par mois, c'est très cher. Ici, on a un enseignement complet et c'est quand même une carte de visite. Ça me touche, quoi. J'ai eu longtemps honte un peu d'être tellement province comme ça. Parce que quand je suis arrivée à Paris, je voyais bien que j'étais pas tellement dans le cadre, que j'étais un peu provinciale, que j'avais été élevée par mes grands-parents, j'avais pas trop les codes et tout ça. Encore du foin dans les chaussures, la bécassine. Un peu. Mais je parle du prix que ça coûte, tout ça. Normalement, on dit pas ça et ça me touche quand même. Ça me touche quand même parce que j'ai de l'audace, parce que voilà, j'hésite pas à prendre la parole. Et puis j'ai pas été prise, mais. Mais vous y croyez à ce moment-là? Ah ouais, j'y crois, ouais. Vous étiez donné 10 ans à ce moment-là pour réussir. Il vous en a fallu 7, mais il y a eu 7 ans de galère. Vous vous souvenez de cette galère-là? Vendeuse aux Galeries Lafayette, serveuse chez Burger King, télémarketing dans une permanence du RPR. Oui, c'est-à-dire c'est le parcours du combattant, du jeune acteur qui doit faire ses preuves. Mais je trouve que c'est une... je me suis pas trop détruite à part que j'étais boulimique, mais je sais pas, j'ai pas été dans des trucs de drogue, de machin, de mauvais plans. J'ai évité ça, donc c'était pas mal. Mais c'est ça aussi qui m'a construite et qui a fait l'actrice que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire j'ai éprouvé mon désir et puis j'ai compris un certain nombre de choses par moi-même. Je pense que c'est difficile de faire un métier artistique sans passer par là. Ces années de galère, les 7 premières, vous les avez revécues d'une certaine manière pour une émission de télé, Cinéma de poche en 95. Et à Mobilette, vous retourniez là où ça avait démarré pour vous et où ça n'avait pas été forcément tout de suite simple. Hein. Carrément, pour moi, c'est l'horreur, ce quartier. J'ai fait une formation accélérée de secrétariat. J'étais malheureuse de secrétariat sténodactylo. Je pleurais dans les touches incurvées. C'était l'horreur et c'était dans ce coin-là. Et je mangeais tous les midis dans cette espèce de cantoche horrible à côté du Chopi, qui est un supermarché pourrave où on trouve que des collants chers, super laids. Et j'ai passé 8 mois à me faire chier la mort. C'est une des périodes les pires de ma vie. N'importe quoi. Des fois, je me dis, il faudrait quand même... Et c'est comme ça. Hein, vous êtes faite comme ça. Ouais. Mais voilà, exactement. Mais quand même, vous dites aujourd'hui, quand vous regardez ça, qui date d'il y a 20 ans... 20 ans. Bon, j'aurais peut-être mieux fait de me la fermer quand même un peu. J'aurais peut-être mieux fait de me la fermer, ouais. J'aurais peut-être mieux fait de dire les choses un peu autrement. Mais vous seriez capable de les redire comme ça quand même, malgré tout, non? C'est ça, je crois. Oui. Ouais, je crois aussi. C'est fait. Ces années de galère que vous décrivez là, c'était donc entre 17 et 24 ans. Et puis après, ça a commencé à marcher pour vous. Le cinéma s'est intéressé à vous. Tati Daniel d'abord. Il y a eu Délicatessen après. Et puis, il y a vraiment eu La Nage indienne de Duringer, vous en parliez, qui vous a révélé et qui a lancé votre carrière. C'est quoi qui a fonctionné? Donc, qu'est-ce qui a fait la différence? Votre différence? Franchement, je ne sais pas. Franchement, je trouve que j'ai eu de la chance. Il y a un facteur chance quand même. Je pense quand même que j'ai une forme d'intelligence. L'intelligence de l'adaptabilité, l'intelligence de comprendre qui j'ai en face de moi.
l'intelligence de savoir où je veux m'inscrire, où je peux le faire, ce qui m'est impossible et ce qui est accessible. Voilà, j'ai une espèce de lucidité qui, je pense, m'a beaucoup aidée. Et puis, j'ai eu cette espèce de détermination sans faille qui a aussi à voir avec une forme d'impolitesse. D'impolitesse? Ouais, j'étais pas Pourquoi? polie, j'en avais rien à foutre. Vous y alliez? J'y allais. Je disais mon désir avant même de savoir s'il était recevable et si la personne en face pouvait le recevoir. Donc, quand il y avait des gens un peu dégagés ou un peu que ça ne menaçait pas, ils se disaient mais c'est qui cette fille? Elle est marrante. Elle est marrante. J'étais quand même assez sympathique. Donc les gens que je ne menaçais pas, j'en menaçais beaucoup. Mais ceux que je ne menaçais pas, du coup, ils étaient plutôt un peu intrigués par cette fille tellement cash, quoi, qui va tellement, qui dit tellement, j'ai envie de le faire. C'est pas grave, prenez-moi, vous me payez pas, mais je le fais. Ils disaient bon, bah ok, viens. On va quand même te payer un petit peu, mais viens. Et puis après, je faisais ma place et j'étais tellement heureuse d'être là où j'étais que quand on est dans le plaisir, quand on est dans la joie, dans la gaieté, ben, on irradie autour de soi quelque chose quand même d'assez positif et qui vous amène plutôt des choses positives. J'avais pas un talent indiscutable non plus, hein. J'avais pas de physique. Finalement, j'avais pas tant de choses que ça pour moi. Mais j'avais je sais pas comment on dit, le feu sacré, fallait que je m'en sorte. Fallait que j'échappe à mon milieu, fallait que je m'en sorte. Et vous en êtes sorti, on l'a dit, les premiers films, et puis au bout de 6 ans, vraiment la consécration avec le César pour ce film de Solveig Hansbach en 2000, Au lait cœur. Vous interprétez évidemment le rôle d'une femme enceinte à qui on découvre un cancer du sein, inspiré de l'histoire donc de Solveig, qui a disparu en 2015. Et quand vous dites « je n'avais pas de talent », la preuve que si, quand on voit ces images, on a la chair de poule. J'ai le cancer. Faut enlever le bébé pour me soigner. Faudrait que t'appelles maman et puis Olivier. Parce que moi, j'y arriverai pas. Il m'a dit aussi que... qu'il faut que tu viennes avec moi à un prochain rendez-vous parce que... pour qu'on puisse discuter ensemble de ce qu'il faut faire. Et là, en fait, au départ, j'avais pas un talent, je sais pas quoi. Et puis, petit à petit, grâce aux gens que j'ai rencontrés, grâce à la confiance qu'on m'a donnée, grâce à la confiance que je me suis donnée aussi, j'ai pu... Et puis, j'ai toujours été travailleuse. Je suis courageuse et travailleuse. Je crois beaucoup à la vertu du travail. Parce que j'avais pas une si haute opinion... de moi que ça, j'ai pensé qu'il fallait que je travaille, vraiment. Et j'ai beaucoup travaillé, je continue à beaucoup travailler et j'aime ça. Et les récompenses, le César, on va en voir des images dans un instant, ça a participé à vous donner confiance en vous et en votre talent? Oui, forcément. Quand on est plébiscité par ses pairs, bon, c'est l'idée qu'on est quand même à la bonne place. Et c'est vrai que ça fait très, très plaisir. C'est très important. Mais des gens comme Solveig, par exemple, qui va me manquer beaucoup... c'est vrai que c'est une réalisatrice qui m'a déplacée, qui m'a dit je voudrais que tu fasses ce rôle. Je lui dis moi, mais moi je suis plutôt la fille qui fait rigoler, je suis plutôt la bonne vivante et tout ça. Elle me dit c'est justement pour ça que ça m'intéresse, parce que je voudrais pas que que ce personnage soit triste, soit plombé, et en même temps je sens en toi cette capacité dramatique. En tout cas, elle a eu raison d'y croire. Il y a donc eu ce premier César, il y en a eu d'autres après. Premier César pour ce film Au lait cœur. Alors le César de la meilleure actrice est attribué à Karine Viard dans Au lait cœur. Elle joue le rôle d'une femme enceinte qui lutte contre un cancer dans le premier film pour une large part autobiographique de Solveig Hansbach. Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse et très fière de la voir pour ce film,
qui est un film que... On a été un petit groupe à croire à ce film avec Solveig Ansbach en tête, dont l'opiniâtreté, l'humanité et l'intelligence a permis de drainer derrière elle pas mal de monde. Je la remercie de la confiance qu'elle a su me donner à des moments où moi vraiment je n'en avais aucune. Et je voudrais remercier Laurent Machuel, mon amoureux. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. On va en parler tout à l'heure de votre amoureux, mais les premières consécrations, le César, comment ça se passait pour Mémé Simone, comme vous l'appeliez, et votre grand-père, ils étaient heureux pour vous? Oui, ils étaient heureux pour moi, bien sûr, mais je me souviens qu'il y avait une fille de Rouen qui s'appelait Christine Lemler, qui, elle, jouait dans Sous le soleil, et qui avait tout le temps des articles dans le Paris-Normandie. Et ma grand-mère, quand je rentrais, me disait... Oui, bon, tu travailles, mais enfin, tu n'es pas Christine Lemler. Elle a tout le temps des articles et tout ça. Donc, ça me faisait rire. Je disais, mais Mémé, je t'assure qu'il se passe vraiment beaucoup de choses pour moi. Elle me dit, oui, d'accord, mais bon, Sous le soleil, c'est quand même... voilà. Donc, elle a mis longtemps, je crois, quand même, à réaliser que ça marchait pour moi. Et elle en était très, très contente. Elle n'aimait pas du tout les films que je faisais. Elle me disait, tu sais, ma petite fille, je trouve que tu joues très bien, mais toujours dans des films à la con. Ça lui plaisait pas du tout. Alors, je regrette qu'elle soit pas là pour voir Les Visiteurs, parce qu'elle m'aurait adorée dans ma belle robe. Ouais. Et ça, vraiment, elle aurait adoré, parce que elle ne rêvait que de ça pour moi. Que je descende un escalier majestueux avec une très grande robe de comtesse. Oui, voilà. Et donc, malheureusement, elle n'a jamais vu ça. J'ai toujours fait pour elle des rôles à la con, mais elle trouvait toujours que je jouais très, très bien. Ce métier d'actrice, d'une certaine manière, on peut dire qu'il vous a sauvé de vos angoisses? Oh, il m'a sauvé de beaucoup de choses. Il m'a sauvé de beaucoup de choses et je l'aime infiniment. J'ai longtemps cru, par exemple, que je voulais être actrice parce que mon père m'avait pas regardée, que j'avais pas été regardée comme il fallait, et que voilà, en grand sur un écran, on est bien obligé de me regarder. J'ai longtemps cru ça et en fait, je m'aperçois aujourd'hui que non, que c'est plus subtil, que j'ai été tellement coupée de mes émotions et je continue d'ailleurs. C'est des choses que je garde plutôt pour moi, etc. Qu'en fait, être actrice me permet de vivre les émotions à l'écran que je n'ose pas vivre dans la vie. Des fois, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens bien que ça ne va pas. Je sens bien que j'ai une émotion, mais je ne peux pas dire ce qu'elle est ni à quoi elle est due. Je sens juste qu'il faut que j'aille me mettre dans une grotte et que j'attende que ça passe. Et je ne suis pas capable de la définir. Et à l'inverse, au cinéma, j'ai une grande intelligence de l'émotion qui doit être donnée, de ce dont il s'agit, quels sont les enjeux pour ce personnage, etc. Et toute cette intelligence que j'ai dans mon métier d'actrice, je ne l'ai pas du tout personnellement. Je comprends. Et c'est là où vous pouvez le vivre et pas dans votre vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours, c'est compliqué. Je vais dans ce chemin. Je vais vers ce chemin de me comprendre davantage. D'ailleurs, je trouve que c'est génial, la vie, pour ça. C'est-à-dire d'avoir du temps, de se découvrir. Et je pense que jusqu'à ma mort, jusqu'à l'heure de ma mort, je serai dans ce processus de me rencontrer davantage. Et là, voilà, c'est ça que je rencontre chez moi. C'est que peut-être je peux, dans ma vie, vivre des émotions et que c'est pas si menaçant, qu'au fond, on va pas se moquer de moi et qu'on va pas non plus, que je vais pas embarrasser les gens avec mes émotions. J'imagine que c'est d'autant plus vrai quand les films que vous tournez ont un écho particulier avec votre vie, comme par exemple Parlez-moi de vous, puisque c'est l'histoire d'une femme abandonnée qui camoufle ce manque de racines par la recherche d'un perfectionnisme et d'une féminité exacerbée. Forcément, vous interpréterez ce rôle à la perfection. Je voudrais juste que tu me dises, une fois, que malgré tout, tu m'as aimée. Dis-le-moi. S'il te plaît.
J'ai fait ce que j'ai pu. Je t'ai mis chez les sœurs parce que j'arrivais pas à m'en sortir. Oui, je sais. Et je t'ai mis chez les sœurs pour que t'aies une bonne éducation. Mais je m'en fous de l'éducation, dis-moi que tu m'aimes. Ah, mais c'est si loin tout ça. Putain, tu vas me le dire que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi. Dis le mot, je te débranche. Répète! Je t'aime! Est-ce que vous avez, d'une certaine manière, exorcisé une partie de votre enfance dans votre rapport complexe avec votre mère, par exemple, dans ce film? Pas du tout. Ah non, pas du tout. J'y avais même pas pensé en faisant le film. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais je réfléchissais, est-ce qu'il y a un film où ça aurait pu parler de moi, par exemple? Parler de moi directement, non. Je pense qu'il y a de moi dans tous mes rôles. Et j'aime cet exercice de me dire qu'est-ce que je comprends de cette femme, qu'est-ce que je pourrais avoir en commun si je devais être cette femme. Et au fond, je le deviens, c'est-à-dire que j'ai pas de jugement, j'ai pas de jugement moral déjà quand j'accepte un rôle. J'aime pas juger moralement les trucs, ça me plaît pas. Et du coup, je dirais qu'il y a de moi dans tous les rôles et en même temps pas du tout. Je comprends. Pour nous parler de ça, de votre rapport à un rôle, celui qui vous a fait tourner dans ce film-là est avec nous, Pierre Pinault, réalisateur donc de Parlez-moi de vous. On vient de voir un extrait. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Marc-Olivier. Déjà pour commencer, racontez-nous comment vous vous connaissez avec Karine, comment vous l'avez fait tourner, parce qu'avant d'être réalisateur, c'était pas totalement ça, votre première rencontre. Oui, en fait, moi j'avais commencé après mon école de cinéma. Je me suis retrouvé à un moment donné sur un tournage, Les Enfants du siècle de Diane Curis, et j'avais en charge d'aller chercher chez eux les comédiens. Et je me suis retrouvé notamment à aller chercher Karine, à l'amener sur le plateau, à la ramener chez elle. Et j'avais été vraiment touché, charmé par la familiarité de Karine qui, à l'issue de ses journées de tournage, pouvait me parler de ses petits soucis, comme si j'étais un peu son égal. Et ça m'avait beaucoup touché. Vous étiez le chauffeur, le stagiaire voilà, conducteur. Et plus tard, quand j'ai écrit mon film, j'ai assez vite pensé à elle parce que je recherchais une comédienne qui ait cette ampleur de jeu que Karine a, qui est assez stupéfiante, aussi bien dans la comédie que dans le drame. Et ça m'a... Tout de suite, je me suis mis à écrire pour elle, en me disant, peut-être, ça serait un rêve, mais peut-être que ça pourrait lui plaire. Il y avait aussi derrière, en arrière-plan, ce qu'elle disait dans les interviews de ce lien assez distancé aux parents, le fait d'avoir été éduquée par des grands-parents. Et du coup, dans ce portrait de femme qui était à la recherche de sa mère, j'avais peut-être pressenti aussi que ça pourrait quelque part la toucher. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Les gens existent avant leur fonction. Pour moi, c'est très important, ça. Donc Pierre vient me chercher. S'il avait été désagréable, je n'aurais pas spécialement parlé. Mais comme il était super, on a parlé, on a échangé. Il m'a raconté des choses de lui. Moi, bon, bref. Et puis des années après, on me propose ce scénario qui me plaît beaucoup. C'est un premier film, il faut le dire. C'est un premier film et ça me plaît beaucoup. Et je le rencontre et je lui dis, mais je vous connais déjà. Et c'est là qu'il me dit, je dis, mais c'est toi, mais très bien, parfait. Et voilà, on est parti comme ça. Je savais déjà que ce type était chouette parce que je l'avais déjà rencontré ailleurs, autrement, et voilà. Et vous, Pierre, puisque vous alliez la chercher par rapport à ça, ce qu'elle avait pu dire sur sa relation avec sa mère, notamment dans les interviews, quand vous l'avez fait tourner, est-ce que ça a nourri quelque chose chez vous? Vous vous êtes dit, tiens, j'utilise quelque chose de chez elle dans mon film? Oui, en arrière-plan, il y avait un petit peu de ça. En fait, surtout à un moment donné, c'est l'histoire d'une femme qui s'est créée toute seule et qui a eu notamment la volonté d'avoir une apparence parfaite pour ne prêter le flanc à aucune critique. Et lorsqu'on a travaillé sur l'esthétique du personnage, son élégance, sa féminité, et que j'ai appris en parlant avec elle que sa mère avait été très belle, qu'elle avait fait des photos, je me suis dit que quelque part, mais sans se le dire,
on faisait aussi peut-être un travail d'approche de ce que sa mère avait été. C'est ce que moi, je me suis raconté. Peut-être pas du tout Karine, mais du coup, ça me plaisait de se dire, je raconte l'histoire d'une femme qui est à la recherche de sa mère. Et là, en ce moment aussi, on fait peut-être un travail qui a quelque chose, qui a un écho en elle à ce sujet-là. Peut-être qu'effectivement, c'est le rôle qui aurait le plus de pont, avec moi-même, mais c'est impossible pour moi de le voir. C'est ce que j'allais vous dire. Parce qu'il y a quelques évidences. Quand j'entends Pierre, ça paraît tellement évident, et vous l'avez sous les yeux, et vous ne le voyez pas. Donc je me dis, quand vous dites que je suis dans la capacité de vivre certaines émotions, aussi de voir certaines choses, même les plus évidentes, peut-être, Karine. Absolument, absolument, je pense. Parce que là, effectivement, Pierre qui parle de ça, d'un seul coup, je me dis, c'est vrai, mais je n'ai pas du tout j'ai pas du tout accès à ça. Est-ce que vous avez compris pourquoi les évidences, oui, vous n'arrivez pas à les vivre ou à les voir? Je pense qu'il y a une scène un peu archaïque qui détermine tout ça, qui est que je suis chez mes grands-parents, j'ai pas vu ma mère depuis X mois, et puis depuis la veille au soir, ma grand-mère elle dit « Ah, ta mère va arriver, faut que tu prennes un bain, faut que tu te laves les cheveux parce que ta mère va arriver », tout ça. Et puis ma mère arrive, c'est le matin. Depuis le matin, je suis au garde à vous, j'ai ma chemise blanche, j'ai les cheveux lavés, je suis comme ça, j'attends ma mère qui doit arriver, j'ai le trac, je l'ai pas vue depuis 6-8 mois. Et puis, coup de klaxon, voilà ta mère, c'est ta mère. Je sens le cœur qui bat, la porte s'ouvre et je fonds en larmes. Et tout le monde se retourne et je dis, je pleure pas parce que je suis triste, je pleure de joie. Et tout le monde s'est moqué de moi. C'est-à-dire, au début, ma mère, elle fait « Ah bah dis donc, ça fait plaisir de venir te voir si tu pleures. » J'ai dit « Non, mais je pleure de joie. » Et tout le monde a fait « Oh, pleure de joie, le cinéma, oh, ça va, allez, hop. » Et donc, je pense que cette scène archaïque m'a fait prendre conscience que l'expression de mes émotions était extrêmement gênante et potentiellement dangereuse pour moi. C'est-à-dire que ça donnait un pouvoir aux autres sur moi et que ça mettait tout le monde super mal à l'aise. Excusez-moi Karine, je trouve ça passionnant que vous arriviez à le dire si bien, mais vous l'avez trouvé toute seule ou il vous a fallu l'analyse dont on parlait tout à l'heure? Non, je l'ai trouvée toute seule, parce que je peux vous dire, c'est un souvenir assez douloureux pour moi. C'est une scène dont je me souviens très très bien. Je peux dire comment tout le monde est habillé, je peux dire exactement où ça se passe. C'est vraiment une espèce de... Oui, quand j'ai compris que j'avais du mal avec mes émotions dans la vie, je me suis souvenu que le moment où j'avais exprimé une émotion et qu'à partir de là, j'avais quand même tout fermé parce que c'était trop gênant pour les autres et trop dangereux pour moi, je pense que c'est vraiment la scène archaïque fondatrice de tout, quoi. Et maintenant, j'essaie de réouvrir un peu la porte. Et ce n'est pas évident. En tout cas, pour conclure, Pierre, quand vous l'avez vu tourner dans votre film, et que donc ça fait vibrer quand même cette émotion-là, vous avez vu une forme de fragilité chez elle ou alors une force? Ah bah, il y a les deux. Il y a effectivement d'une part la grande intelligence dont on a parlé, dont elle a parlé, et qui est très précieuse quand on parle des personnages. Elle a une analyse très fine, très pertinente, très profonde des personnages, et ça c'est passionnant. Et ensuite, il y a également le fait qu'elle arrive sur le plateau extrêmement professionnel, qui n'a pas un trou de mémoire, et ça lui donne une grande liberté de jeu. Et enfin, il y a effectivement cette pudeur, moi je trouve, qui est très touchante, qui fait que quand elle aborde une scène, elle ne va jamais aller dans l'émotion facile, dans une émotion qui tomberait dans la mièvrerie, qui tomberait dans le convenu. Et il y a toujours une sorte de réticence naturelle vis-à-vis de l'émotion qui fait que lorsqu'elle vient, et je trouve que pour le cinéma, finalement, c'est quelque chose de merveilleux, que lorsqu'elle vient, l'émotion a une ampleur et une valeur qu'elle n'aurait pas si elle était livrée immédiatement. Merci beaucoup de cet éclairage. Merci beaucoup. Des films que vous avez tournés, hein, Karine, celui-là et bien d'autres. Vous savez combien d'ailleurs? Combien j'ai tourné de films? Non. 60 films, une soixantaine. Une centaine de rôles entre les longs et les courts-métrages, les téléfilms, évidemment les pièces de théâtre. 12 de vos films ont dépassé le million d'entrées. Quand vous voyez tout ça, vous êtes presque la première surprise, fière. Ah, fière, c'est sûr. Surprise aussi, beaucoup, ouais. Ouais, c'est vrai. Malgré ce succès, vous êtes resté extrêmement accessible. Votre copine Esther Corco, la décoratrice, nous dit elle vit dans un quartier populaire, ses filles sont dans des écoles publiques, elle accorde beaucoup d'importance à être bien ancrée dans le sol. Il y a le côté je vis normalement, et ça c'est très important pour vous de... C'est-à-dire que moi je pense que la meilleure chose que je puisse donner à mes enfants,
c'est de pouvoir se déplacer, d'être invité à manger chez un comte et d'être invité à manger chez la gardienne. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est ça la vie. C'est pas tant ta fonction, ce que tu représentes, c'est qui tu es. Je veux dire, le nombre de gens qu'on a vus bourrés de fric, entourés de gens bourrés de fric, et au moment où ils meurent, ils sont seuls comme des chiens. Et à l'inverse, je veux dire, ce qui compte, c'est qui va être avec toi, qui va te tenir la main, qui va monter avec toi dans le lit au moment où tu vas lâcher ton dernier souffle. C'est ça qui vaut le coup. C'est les gens sur qui tu peux compter. Votre compagnon, donc, vous l'avez rencontré sur le tournage de La Nage indienne. Vous étiez chef opérateur. Vous vivez ensemble depuis plus de 20 ans. C'est rare, les couples solides dans ce métier. Qu'est-ce que vous êtes apporté? La stabilité? C'est-à-dire, j'ai du mal à parler de mon couple parce que c'est pas du tout une image d'Épinal. C'est un couple qui se vit au jour le jour. On est complémentaires, donc à la fois c'est formidable et en même temps on est souvent dans le conflit, forcément. Mais en même temps ça dure. Mais en tout cas, Laurent, c'est quelqu'un de bon, d'intelligent, de fiable, d'honnête, de droit. J'ai une confiance absolue en lui. C'est pas quelqu'un de roublard. C'est génial de dire ça de son compagnon. C'est vrai. Mais c'est génial. Et en même temps, c'est sûr qu'avec mon caractère, c'est pas forcément évident pour moi de vivre avec quelqu'un au quotidien, etc. Je me sens souvent contrainte. J'ai pas envie. Ce qui est une demande peut passer pour moi pour de l'autorité, ce que je supporte. Voilà, je suis quand même pas un cadeau en couple, franchement. Mais bon, voilà, bon an, mal an, cette chose dure et on a tricoté un lien qui, je crois, est très fort et très stable. Et vous avez mis au monde 2 enfants avec lui. Il avait déjà un grand garçon, Damien, oui. Mais vous avez donc 2 filles ensemble, Marguerite et Simone. Oui. Simone, le nom de votre grand-mère, évidemment. Karine, quand sa propre mère n'a pas réellement tenu le rôle qui était le sien, quelle mère on est? On est la mère qu'on peut, hein, comme tout le temps, hein, comme à chaque fois, comme tout le monde. Mais c'est difficile. Hein. C'est difficile. Je me suis beaucoup appuyée sur Laurent, justement, parce que lui, il avait eu une famille très bonne, très stable, très équilibrée, avec des parents qui ont vraiment assumé le rôle de parents avec beaucoup d'évidence et d'affection. Donc, je me suis beaucoup appuyée sur lui en me disant que c'est lui qui savait, que moi, je ne savais pas. Et qu'en plus, moi, je pouvais être potentiellement toxique. Je réalise aujourd'hui que les choses sont quand même plus subtiles. Et que finalement, il est génial, mais il n'est pas non plus si génial que ça. Et moi, je suis épouvantable, mais je ne suis pas non plus si épouvantable que ça. Finalement, on a chacun nos grandes qualités éducatives et aussi nos grandes failles, nos grandes crevasses. Vous êtes équilibré d'une certaine manière. Je ne pense pas que ce qu'on donne à nos filles soit si équilibré que ça. Je pense qu'elles aussi, elles vont devoir se débrouiller avec la mère que je suis et le père qu'elles ont aussi. Et ce déséquilibre, qui trouve son équilibre entre moi qui suis connue, qui est la reconnaissance, et leur père qui lui est plus dans l'ombre. Alors il y a de l'équilibre, mais c'est aussi plus ambivalent que ça forcément. Bon. Vous dites elles vont devoir d'ailleurs tuer la mère, et c'est pas forcément facile quand elle est à ce point puissante, connue, reconnue, narcissisée. Ça va pas être facile. C'est sûr. Mais ça va pas être si facile de fait. C'est pas lié à moi. Parce que moi, franchement, j'ai tenu les stands à la kermesse, les stands de crêpes et tout. Hein. J'ai pas été actrice. Enfin, je veux dire, quand j'ai été mère de famille, je suis pas arrivée avec mes lunettes, je suis actrice, personne. Non, j'ai tenu le stand de crêpes, j'ai servi la bière et tout ça aux fêtes de l'école, parce que je me disais, il y a pas de raison qu'elles aient pas le droit, elles aussi, d'avoir une mère qui s'investit, quoi, parce qu'ils rêvent de ça, les gosses. Bien sûr. Donc je l'ai fait. J'ai fait le taf, j'ai fait le job. Même plus. Marina Foïs nous a dit, votre copine, je suis très admirative de la mère Calais. Quand elle me relate leur dialogue, elle a une espèce de droiture, de vérité dans sa manière de s'exprimer face à ses filles. Elle leur livre des armes pour faire face à la vie, même si elle est souvent en tournage. C'est un pilier familial. C'est pas mal quand même. Ah, c'est pas mal, merci. Ouais, c'est vraiment pas mal. Évidemment, j'ai pas ce regard-là sur moi, mais c'est vrai que quand même, je suis droite. C'est vrai que même si je dis des trucs qu'on dit pas à ses enfants... Du genre par exemple, il y a un truc dont me parlent souvent les journalistes, que je l'avais dit dans une interview, c'est que dans un film des frères Larieux, j'avais une scène de sexe assez costaud. Évidemment, je devais tourner ça en septembre, et je pensais pas qu'elles entendaient, mais j'ai dû en parler tout l'été, en disant quand même que ça m'angoissait. Et un jour, elles viennent et elles me disent « Maman, est-ce qu'on peut te dire quelque chose ?» Je dis « Oui ».
Elles me disent, voilà, on veut pas que tu fasses ce film où tu as la scène de sexe parce que ça nous gêne vis-à-vis de nos amis et tout ça. Et donc j'ai dit, bah je comprends. Mais juste, quand je suis actrice, je suis ni la mère de mes enfants, ni la femme de mon mari. Ça n'appartient qu'à moi. Et donc je vais la faire parce que c'est mon métier, c'est le métier que j'aime et qui est important pour moi de faire. Même si c'est pas facile, ça fait partie de mon métier. Et je dis, et donc cette liberté que je prends, eh bien c'est la liberté que je vous donnerai et que vous aurez quand vous choisirez un métier et que ça ne regardera que vous. Donc je suis désolée, ça a des avantages et des inconvénients d'avoir une mère actrice, ça fait partie des inconvénients, mais pour moi c'est indiscutable. Et la scène, vous l'avez faite, elle est là. Ah oui. Il a une belle bite comme j'aime. Une bite de bande dessinée, tu vois. J'imagine. Puis il est content quand il baise. Il maîtrise et en même temps il prend son pied. Tout avec la bite, pas de chichi. De toute façon, je mouillais depuis un bon moment. Il a pris le bon rythme, tout de suite, pas besoin de parler. Il assurait à mort, alors qu'il avait picolé, je te dis pas. Il était aux anges, moi je savais plus où j'étais. Je sais pas depuis combien de temps il me niait la chatte. C'était super bon. Je le sentais bien en moi, profond. Tout à coup, il s'arrête. Il me retourne d'un geste, il a une force et il me sodomise. Il a pas demandé, c'était pas la peine, il le savait. Pas de contretemps. Et là, putain, sentir battre ses couilles contre ma chatte, j'ai tout lâché, lui pareil. Et crac, on s'est retrouvés par terre. Le lit n'existait plus, tout pété, en vrac. Moi, pareil. C'était pas ce film, c'était un autre. Ah, bah celui-là était pas mal aussi. Parce que là, je parle, mais dans l'autre, je... L'autre, vous faites. Voilà. Mais celui-là, c'est aussi les frères Larry, on est Oui, d'accord? tout à fait. Donc, vous auriez pu leur en parler aussi. J'aurais pu... Oui, bah alors là, justement, je sais plus qui leur a dit, est-ce que vous êtes allés voir ce film? Et il y en a une qui a dit, non, merci, j'ai vu l'extrait. Pour entendre ma mère dire qu'elle adore se faire sodomiser, je préfère aller voir autre chose. J'ai trouvé que c'était assez sain. Est-ce qu'on peut dire que la boucle est bouclée? Vous leur avez raconté tout ce que vous avez raconté ici depuis tout à l'heure? Votre relation avec votre mère, comment vous êtes construite? Elles savent tout ça de vous? Oh oui, je crois. Surtout que ma mère, c'est une grand-mère super. Mes filles, elles voient qu'elle n'est pas du tout conventionnelle, qu'elle n'est pas une grand-mère normale, elle dit pas les trucs qu'il faut dire, et elles adorent ça, en fait. Elles adorent qu'elle soit un peu décalée, en fait. Elles adorent ça. C'est drôle, hein? On débrief, Karine? Ouais. Allez, on débrief. L'heure et demie qu'on vient de passer ensemble, vous l'avez vécu comment, vous? Je veux dire, après moi. Ah, c'est passé très vite. Ouais. C'était plutôt assez agréable de parler de soi. Bon, je suis contente que ce soit passé assez vite pour ma grand-mère. Parce que voilà, je sens que là, il y a une voix de chagrin. C'est une voix, voyez. Qu'il y a une voix de chagrin que je garde en moi, que j'ai pas... Parfois, ça me remonte, mais globalement, je vis bien avec. Donc, j'avais un peu peur de rentrer dans cette voie de chagrin et ça s'est bien passé. Et pourtant, vous l'aviez expliqué, elle est morte tard, vous aviez fait le travail pour ça, et la voie de chagrin, elle est là encore. Ah ouais. Bah, les gens qu'on aime, ils vous manquent quand même. Même si on a compris, même si c'est la vie, même si tout ça... Les gens qu'on aime, il y a des moments où on a envie qu'ils soient là. Il y a des moments où on a envie de les sentir, voir leurs mains, leur odeur. Voilà, les quelques personnes que j'ai perdues dernièrement me remplissent. Et puis parfois, ça pique un peu. On va terminer comme d'habitude par la phrase de fin. Pour vivre heureux, et c'est à vous de compléter. Pour vivre heureux, je peux prendre un peu de temps ou pas? Bah oui. Alors... Bon, alors là aussi, j'ai une émotion, donc je ne sais pas ce que c'est. Pour vivre heureux, vivons avec les autres. Pas mal. Merci Karine Viard, merci beaucoup. Merci et bonne beaucoup. chance pour les visiteurs. Merci beaucoup.